Hello, je suis Natacha, coach certifiée en mindset chez Coaching Génération. Après des années en tant que cadre manager en industrie, je suis devenue coach consultante et formatrice et j'aide les entrepreneurs à faire progresser leur posture managériale et à se créer un écosystème vertueux. Si vous êtes à la recherche de techniques modernes, d'outils et d'astuces en management, leadership et d'une bonne dose d'énergie, vous êtes au bon endroit. Dans ce podcast, je vous partage tout pour vous inspirer, intégrer de nouvelles pratiques et insuffler une dynamique humaine et authentique dans vos équipes. Alors, installez-vous, c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour et bienvenue. Excellente nouvelle année 2026 à vous. On est sur les premiers instants du mois de janvier 2026. Déjà 2026 déjà. Et voilà, je vous souhaite absolument le meilleur pour cette année. Voilà, on est ensemble depuis presque un an dans cette aventure de podcast et je suis toujours aussi passionnée, enjouée de pouvoir vous accompagner. Je vous souhaite véritablement le meilleur et j'ai même envie de vous dire que je vous proposerai à un moment donné peut-être de faire le point sur votre année 2025, un petit peu qu'on la fasse ensemble. Allez, ça vous dit que je vous coach un petit peu sur votre année 2025 pour savoir comment ça s'est passé. Je m'engage à ça très prochainement. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour faire le point, en fait, un petit peu sur les pratiques 2025, justement. L'objectif ici, c'est de faire le bilan sur les pratiques managériales incontournables de 2025. Je le rappelle, on est dans un tournant. Je fais référence à mon tout premier épisode de podcast, Comprendre le management en 2025. Si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite expressément à le faire, puisqu'en 2026, on est dans le même mood, en fait. On est vraiment dans le même mood, dans le même moule, exactement. Alors pourquoi cet épisode ? Effectivement, le monde du travail évolue à une vitesse grand V, inédite. On est dans un TGV, on a perdu le contrôle, on ne sait plus à quelle vitesse ça va. La preuve en est, les paysages défilent, on n'a pas le temps de se retourner, on ne sait plus si on a vu un immeuble ou deux immeubles, ou si c'était une maison, une biche ou un lapin. Enfin voilà, vraiment l'image c'est ça défile en disant t'as vu c'était quoi ? Bah moi j'ai vu ça, ah bah non c'était ça. Globalement c'est ça. On est sur une forme d'hybridation, voire plus en fait, des méthodes de travail. On est sur l'intelligence artificielle, la quête de sens, l'attente de sens aussi. Et puis, les entrepreneurs, dirigeants, responsables, managers, doivent maîtriser toutes ces pratiques, d'accord ? C'est un petit peu sur leurs épaules pour rester efficaces. Et puis développer toujours des compétences toujours plus humaines sans sacrifier la notion de performance, encore une fois, pour accompagner les équipes aujourd'hui et demain. Donc c'est un petit peu l'idée de cet épisode. Je vais vous partager ici 2 points. D'habitude on en fait 3, là je vais en faire 2, parce qu'on va passer un peu de temps. Dans un premier temps, les 10 pratiques managériales incontournables de 2025. Je vous ferai des cas pratiques concrets de ce que j'ai pu vivre chez mes clients, mais je vous donnerai aussi les tendances observées en France et en Europe. Et puis, je vous partagerai les compétences managériales clés pour 2026. S'il y a quelque chose qu'il faut reprendre là, c'est un petit peu les réflexes et se poser la question de si c'est quelque chose qui est en cours, qui est à acquérir selon vous. En tout cas, les qualités nécessaires sur lesquelles miser dès maintenant pour rester pertinent demain, quoi. Voilà. À la fin de cet épisode, vous saurez donc identifier vos compétences, vos potentiels ralentissements, voire vos freins internes, appliquer, savoir comment mettre en route et appliquer les principaux leviers, piliers des compétences et pratiques managériales, et puis pourquoi pas identifier le plan de développement pour vous et votre équipe. Je vous propose de démarrer tout de suite avec le premier point, les 10 pratiques managériales de 2025. Globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est fini. C'est fini, voilà le mantra qui dit « le chef qui sait tout ». Alors, le chef ne sait rien. Ça, c'est vraiment... Natacha, t'es cash là quand même, dès le départ en 2026. Non, le chef ne sait rien. Mais un chef qui se dit qu'il ne sait rien, c'est quelqu'un qui est sur la bonne voie. Vous savez, c'est un petit peu Socrate qui disait « Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien ».
Je vous communique régulièrement dans ces épisodes des citations, en voilà encore une. Le manager devient aujourd'hui un facilitateur, d'accord? Ce n'est plus le penseur, celui qui pense à la place des autres, celui qui dirige à la place des autres. C'est vraiment celui qui accompagne. C'est celui qui devient non plus dans la lumière la personne qu'on voit, mais c'est celui qui doit être dans les coulisses et mettre dans la lumière ses équipes, d'accord? C'est celui qui favorise du coup l'intelligence collective. Sur base de quoi? Sur base de l'intelligence émotionnelle. Je fais référence, voilà, je vous ai fait en septembre dernier un cas concret sur c'est quoi l'intelligence émotionnelle et on a pu aussi voir dans un épisode comment mettre en œuvre l'intelligence collective. Donc il doit s'appuyer sur ses équipes et développer l'engagement tout autant que l'innovation. Donc développer autant les pratiques humaines de psychologie, tenir compte de ça, tout en développant l'aspect un peu plus froid des reporting, de la productivité au sens des tâches répétitives, de comment mettre en œuvre des choses qui puissent permettre aux outils d'aider l'homme et non pas l'inverse, sous couvert de contrôle en fait, quelque part, pour mieux contrôler ses équipes. Je fais référence aussi à des épisodes dont on a parlé qui comparent la France et les pratiques managériales françaises à leurs voisins. Je crois que c'était sur un épisode justement de fin d'année, là, le tout dernier épisode de décembre, avec un petit cadeau dans le titre. Parce qu'il y a plein de sujets, plein d'astuces que je vous ai partagées dans cet épisode. En fait, ce que j'aime bien, l'analogie que j'aime bien faire, c'est qu'un manager agile, quelque part, même si le mot agile, j'aime pas trop parce qu'il est aussi galvaudé, c'est comme la bienveillance, mais on va dire qu'un manager de nos jours, moderne, voilà, ça c'est bien. C'est comme un chef d'orchestre, j'aime bien cette image. Un chef d'orchestre, il n'impose pas sa mélodie. Il fait émerger l'harmonie de chaque instrument en étant la personne, l'oreille attentive, qui va servir à vraiment fluidifier et créer quelque chose qui fera que la mélodie fonctionne à l'unisson. Donc de parler d'une seule et même voix. C'est un petit peu ça. Quand on parle de représentativité des entreprises, c'est un petit peu ça. On parle derrière une seule et même entité représentative. Alors, la première pratique managériale observée en 2025, c'est vraiment, je l'ai un petit peu dit, ce leadership qui tend vers le côté collaboratif, mais aussi agile. Ici, on parle de remplacement d'un management autoritaire, et on a un petit peu de boulot en France, par un management et plutôt un leadership facilitateur, qui favorise l'intelligence collective et la codécision. Il y a quand même eu certains mouvements, c'est Hello Work qui le démontre, des mouvements d'entreprise avec vraiment des intentions. D'accord, on ne va pas se dire qu'on est tout pourri par rapport à nos voisins et qu'on ne fait rien, c'est pas vrai. Les dirigeants, les entrepreneurs, les équipes des ressources humaines se creusent la tête. Il y a tellement de difficultés que, voilà, à un moment donné, l'innovation, elle est quand même là dans intramuros, dans nos entreprises en France. On voit qu'il y a ce mouvement-là dans les pratiques qui, en tout cas, ont cette intention. Maintenant, voilà, le problème, c'est que, quelque part, vous allez voir avec toutes les autres pratiques, il y a quand même des limites parce que la vraie question, c'est comment on fait. Donc, il y a des tentatives, il y a des entreprises qui y arrivent, d'autres qui sont plutôt freinées et qui ont besoin justement d'outils plus modernes pour comprendre où elles en sont. D'autres qui sont persuadées, moi je l'entends avec plusieurs entreprises que j'ai pu accompagner en 2025, nous on a des process, nous on a des standards, nous on a des choses qui existent. Notre entreprise met en œuvre tout un tas de choses, sauf que on s'aperçoit que, ok, au niveau de la direction, de la ligne managériale, ça paraît clair. Mais une fois qu'on transmet tout ça aux équipes, qu'on donne de la vision, de la visibilité et qu'on donne du sens au quotidien, typiquement, visuellement dans les ateliers, sur le terrain, avec les équipes, il n'y a rien qui est écrit. Il n'y a pas de visuel. J'arrive le matin avec mes chaussures de sécurité ou autre, dans le bureau, et puis en fait, je ne sais pas, c'est un jour comme un autre. Je ne sais pas où on en est, je ne sais pas quelle va être la tête de ma journée. Alors, encore pire quand on est dans les bureaux, parce qu'on n'a pas de ce qu'on appelle des top 5, des choses comme ça, ou rarement. Et sur le terrain, quand on a un top 5, c'est un petit peu toujours la même rengaine. Il n'y a pas de nouveauté, il n'y a pas d'innovation, il n'y a pas de sens donné, il n'y a pas de stratégie partagée.
Donc en fait, la traduction même des standards et des process qui peuvent être très bureaucratiques, hein, qui sont liés à un management assez bureaucratique, eh bien, sont assez peu rendus faciles. Donc, ok, leadership facilitateur, intelligence collective et codécision, mais encore faut-il avoir cette honnêteté de voir la limite, en fait, de ces pratiques-là. Deuxième pratique managériale observée en 2025, la flexibilité et le travail hybride. Alors, il y a eu pas mal de retours en arrière sur le côté télétravail. Okay, télétravail, les horaires modulables, on parle beaucoup en 2025 de la semaine de 4 jours. J'ai jamais j'ai jamais autant entendu d'entreprises qui mettaient en place cette semaine de 4 jours, et pour autant, je rigole parce que c'est pas drôle, hein, mais et pour autant, les gens sont pas forcément satisfaits de ça. C'est ça qui est drôle, vous voyez. Une fois qu'on leur a donné ça, en fait, bah non, ils sont quand même pas heureux. C'est fou. Ça veut bien dire une chose, c'est que c'est pas ça qui fait le bonheur en entreprise. Oui, ça peut aider, mais encore une fois, comment est-ce que je crée une entreprise et des process tournés autour de l'humain, mais qui me permettent de valoriser mon entreprise comme étant the place to be par rapport aux voisins d'à côté. Pareil, enfin voilà, la guerre des talents, je pense que c'est vraiment de pire en pire. C'est un enjeu stratégique, hein. Débaucher des gens, j'entends beaucoup. Quand je dis j'entends, c'est parce que j'ai travaillé, hein, en 2025 avec des RH notamment, qui me disaient, punaise, mais dans cette entreprise-là, j'ai débauché X personnes, je vais vraiment pas me faire des copains. Ben non, tu vas pas te faire des copains, et en même temps, comment est-ce que tu fais pour attirer, fidéliser et garder les talents chez toi? C'est pas juste ça ne doit pas être dû au hasard. Pour garder, maintenir la confiance et l'équilibre, aujourd'hui, on se le dit, hein, 92% des actifs français sur une étude d'Hello Work indiquent que le côté on peut moduler un petit peu ses horaires de travail, ça reste hyper important, d'accord? La flexibilité, c'est un petit peu comme l'oxygène d'une équipe, c'est invisible, mais c'est indispensable à la survie, hein, l'oxygène, d'accord? C'est un petit peu ça. Donc, on ne dit pas que c'est à rire, on dit que c'est extrêmement important. Par contre, comment est-ce qu'on transforme ça? En fait, je fais déjà un petit peu le point avec 2026, mais comment est-ce qu'on transforme ça pour vraiment maintenir et garder les talents? Troisième axe observé en 2025, l'établissement d'un cadre clair et d'une confiance accrue. La confiance, et j'ai fait un épisode en 2025 là-dessus, se construit sur des règles du jeu claires. Quels sont les rôles et les responsabilités de chaque personne dans l'entreprise? Est-ce que c'est clair? Quel est le sens donné aux objectifs au regard de la stratégie, de la vision et ce qui est partagé, et quels sont les outils donnés, adaptés à chacun, qui permettent de mettre en œuvre les choses avec fluidité, qui permettent de libérer la parole. Ce que je suis en train de dire, c'est vraiment tout un programme, je peux vous l'assurer. Forcément, mettre en place ça, clarifier ça, mais de manière absolument limpide, ça évite, vous savez, les zones un peu grises, les sources de stress, de conflits, de tensions. Et je ferai l'analogie avec un terrain de sport, en fait, hein. Quand vous êtes sur un terrain, sans ligne claire sur les côtés, d'accord, ben c'est impossible de jouer ensemble. Donc ici, l'idée, c'est de spécifier les horaires, le début du match, la fin du match, de quoi on a besoin, c'est quoi nos outils, quelle est la responsabilité de chacun sur le terrain. Et ce n'est pas juste dans la fonction. Bah, toi, t'es RH, ta responsabilité, c'est ça. Non, 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 non. Ça, c'est, y a rien de pire pour laisser penser aux autres que ma zone de responsabilité, elle est à peu près, Jean-Michel, à peu près, hein, de ce côté-là. Mais où est-ce qu'elle s'arrête concrètement? Ah, c'est là qu'on voit que la responsabilité de chacun n'empêche pas la co-responsabilité sur les zones d'entre-deux. D'accord? Et c'est comment est-ce qu'on clarifie ça pour aujourd'hui et pour demain. Pourquoi? Pour remplacer le contrôle par la responsabilisation. Hein? Je fais vraiment un mix 2025-2026 là, j'ai l'impression. Hein. En numéro 4, on a la culture du feedback continu. Alors ça, c'est ce que j'ai observé aussi en 2025, mais quand même, on a beau le dire, dans la mise en pratique,
Ben, ça se fait pas, quoi. C'est-à-dire que j'entends encore, j'ai travaillé avec des entreprises qui encore, c'était quoi, août-septembre 2025, me disaient que le feedback était annuel. On attend les entretiens annuels pour se dire les choses et puis on se parle comme ça un petit peu. Si, ils font des points hebdomadaires sur l'activité, le planning et tout ça. Et en fait, les entretiens annuels suffisent. Ben non, en fait, ça ne suffit pas. Qu'est-ce que tu vis en ce moment? Où est-ce que tu en es? Avoir cet instant privilégié qui permet de se partager les choses en authenticité. Où est-ce que tu en es dans ta vie pro, mais perso aussi? Est-ce que je peux t'aider? Qu'est-ce que tu attends de moi? Alors, je dis pas que ça doit être au quotidien de faire ça. Mais très honnêtement, si j'ai pas à minima un entretien par mois et dans l'idéal, franchement, un quart d'heure par semaine pour le faire, quand vous êtes en TPE, PME, c'est largement jouable, d'accord? Moi-même, je vous ai dit, je vous ai partagé un épisode en 2025 sur mon expérience de management. J'avais des dizaines et des dizaines de personnes, ça m'est arrivé de devoir parler, alors c'était pas un quart d'heure, hein, mais c'était 5-10 minutes à chaque fois, à peut-être 80 personnes dans ma semaine, quoi. C'est sport, hein, je le cache pas, c'est sport. Et là, en termes de délégation, vous n'avez pas le choix que d'avoir un support extrêmement solide de délégation de tout l'opérationnel, ça c'est certain. Mais c'est vraiment votre GPS, en fait, managérial. Ça doit être au service de l'apprentissage de chacun. Autant pour vous, hein, l'humilité, le fait de vraiment rester à l'écoute, dans l'ouverture d'esprit, mais autant pour vos équipes. Cette espèce de reconnaissance quasi immédiate et du coup régulière, permettre d'avoir des repères réguliers, sans ajustement en fait, hein, en temps réel. Bah, on risque des fois de partir, s'égarer par-li, par-là. Oh, j'aime bien aller là-bas. Voilà. Et du coup, on s'éloigne de l'objectif, on s'éloigne, jusqu'à ce qu'on recadre en disant t'as pas fait le job. Ben non, en fait, ça marche pas comme ça. Et ça, c'est vraiment de la responsabilité de l'entrepreneur, du responsable de penser à ça. Encore une fois, sous couvert d'un bon système de délégation et de personnes qu'on a suffisamment bien montées en compétences, hein, je vous l'accorde, en amont. Donc, chaque chose en son temps, quelque part, hein, d'accord ? Voilà, donc ça doit toujours rester au service du développement, hein, ce que je dis là est appuyé par des propos du blog Emploi Formation RH Légisocial, si ça vous intéresse, hein, pour aller plus loin sur ce type d'article-là. En 5, on est sur le bien-être et la santé mentale, qui a vraiment été déployé en 2025. Je fais référence à la REF, le Rassemblement des entreprises françaises du MEDEF en août, vis-à-vis de laquelle, après laquelle a été mise en place la charte en fait, d'engagement des entreprises, qui finalement invite chaque entreprise à signer cette charte pour vraiment s'impliquer sur le plan du bien-être de la santé mentale des collaborateurs. Je rappelle, OpinionWays 2024, que le burn-out touche encore 34% des managers en France. Donc oui, on sait que la santé mentale se détériore auprès des salariés, mais aussi auprès de nos responsables, de nous en tant que responsables, quelque part. Prendre soin de soi, ce n'est plus une option, d'accord ? C'est pas un plus, c'est un vrai enjeu, un vrai levier stratégique. Ça doit être une priorité pour éviter vraiment des déboires, mais phénoménales, et puis préserver la motivation. Je vous invite vraiment à vous rapprocher de cette charte du MEDEF qui a été initiée à l'issue de août 2025. 6e point, le management basé sur la data, avec l'intelligence artificielle. J'ai fait un exercice dédié à comment vous apporter des données stratégiques autour de l'IA et du management sur un épisode dédié en 2025. Je rappelle juste dans les grandes lignes, par rapport à ce qu'on a vu dans cet épisode-là, que l'IA doit aider à anticiper, à analyser, à structurer, à inspirer, pourquoi pas. Mais en aucun cas elle ne remplace l'humain et surtout le discernement humain. Elle doit être vraiment couplée à votre cerveau, à votre sensibilité. L'IA, c'est presque des fois même un télescope, elle permet des fois d'aller plus loin, de voir plus loin, mais c'est au manager de choisir la direction à prendre. 7e point, l'innovation et la créativité managériale
Ici, il s'agit d'encourager la prise de risque, d'encourager la libération de la parole, l'expression individuelle, les idées originales, valoriser l'erreur. Alors, on n'est plus sur le droit à l'erreur. Valoriser l'erreur comme étant un apprentissage. Alors attention avec les limites, on ne va pas faire n'importe quoi quand vous êtes sur une entreprise de produits chimiques et autres. Faut pas non plus mettre le feu à la boîte. Mais dans un environnement incertain, dans un environnement challengeant, les managers qui favorisent la créativité créent des équipes résilientes. Parce que, oui, on se trompe, oui, on avance, oui, on se cogne contre les murs parfois, mais en fait, on peut rendre ça drôle aussi. Et puis, on peut stimuler la créativité, le fait de faire avancer les autres, d'accord ? Dès lors que la colère s'invite quand les choses ne vont pas assez vite selon vous, c'est qu'à un moment donné, il y a assez peu de droit à l'erreur. Il y a peu le droit à l'apprentissage. Quelque part, il y a surtout du contrôle qui est derrière. La créativité, il faut la voir comme une étincelle. Si on la protège, elle allume un feu ardent. D'accord ? Si par contre on l'étouffe, elle peut s'éteindre. Et là, c'est pas moi qui le dis, c'est Albert Einstein. La créativité, c'est l'intelligence qui s'amuse. 8e point des pratiques managériales observées en 2025, la notion d'adaptabilité, de résilience quelque part. Et là, je vais pareil prendre une citation de Charles Darwin qui dit que ce n'est pas l'espèce la plus forte qui survit, vous l'avez certainement entendu celle-là, ce n'est pas l'espèce la plus forte qui survit, mais celle qui s'adapte le mieux au changement. C'est celle-là qui survit le plus, qui va plus loin. Donc cette capacité à pivoter, anticiper toutes les ruptures, les disruptions, d'accord, dans un monde, encore une fois, qui va tellement vite, cette réactivité agile, si on veut réutiliser ce mot-là, d'accord, c'est vraiment... Le manager est quasi le préparateur mental de son équipe, mais encore faut-il, et là je vais faire référence à un épisode autour de comment se manager soi-même, qui est le dernier épisode de 2025 justement en décembre. J'y fais référence, si vous voulez le réécouter, allez-y, mais autour de l'auto-management, l'auto-leadership. 9e point, l'inclusion, la diversité et l'équité, d'accord ? Oui, parce qu'on voit que 35% des équipes performent mieux quand elles sont diversifiées. En fait, un McKinsey 2023. Elles performent mieux que les autres. L'inclusion, ce n'est pas une mode, vraiment. C'est vraiment un facteur de performance durable et c'est couper court aux croyances, aux réflexes, parfois inconscients, qu'on a de dire je vais peut-être pas embaucher tel type de personne parce que. D'accord ? Non, on va peut-être éviter parce que. Non. Une équipe inclusive, c'est comme une palette de couleurs. Plus elle est variée, plus la toile finale est riche. Et je vais faire écho à un ancien de mes collègues, Nadir Tayash, en fait, qui a créé son entreprise après Amazon comme moi. Mais aujourd'hui, alors lui a voulu monter une entreprise qui s'appelle Naali. Je vous invite à le suivre sur LinkedIn, sur ses produits également. Il crée des boules anti-stress, en fait, à base de safran. Et il a vraiment créé la safranothérapie, d'accord ? J'ai suivi son évolution de la création de son entreprise à maintenant. On a beaucoup échangé ensemble. Et véritablement, sa richesse aujourd'hui, c'est la diversité des profils qu'il a dans son entreprise et qu'il souhaite défendre. Et il en parle fréquemment, en fait, sur son profil LinkedIn, comme étant une force de la diversité, de la créativité de Naali. Naali. Et enfin, la 10e pratique, ce sont les rituels. Alors, j'ai fait un épisode dédié à ça, qu'il soit physique ou virtuel, ils permettent de structurer le lien, de créer des temps privilégiés, de maintenir la cohésion via des points réguliers. Je vais vous partager une citation de James Clear qui dit que les habitudes sont la colle invisible qui maintient une équipe soudée. C'est quand même sympa. Donc je clôturerai ces 10 pratiques avec une autre citation de Ripid qui dit qu'aucun de nous ne sait ce que nous savons tous ensemble, et c'est ça qui est beau. Ce qui veut dire qu'en 2026, ça m'amène au 2e point. En 2026, les compétences attendues, ce sont lesquelles ?
Je vais vous en partager 4 ici, quelque part, 4 grosses compétences que j'entrevois pour 2026 et je vous en parlerai au fur et à mesure de cette année, c'est promis. La première, j'en démords pas, c'est l'intelligence émotionnelle, le caractère moral de la confiance et de l'intégrité. Pourquoi c'est crucial? Je le défends, je me lève chaque matin pour ça. Aujourd'hui, on cherche des managers capables de créer de la confiance dans un contexte d'incertitude. On n'arrête pas de le répéter. Aujourd'hui, l'honnêteté, l'empathie, cette capacité à maintenir une stabilité des équipes, elle passe par cette intelligence émotionnelle. Je fais référence à l'épisode dédié C'est quoi l'intelligence émotionnelle en 2025 ? Mais en 2025, on s'aperçoit en termes de chiffres que 63% des employeurs considèrent les lacunes de compétences comme le principal obstacle, en fait, à la transformation des entreprises. Je dis bien les lacunes de compétences. Quasiment 100%. Les autres, c'est parce qu'on n'en a pas parlé, mais je dirais que 100% des entreprises avec lesquelles j'en ai parlé en 2025 m'ont partagé qu'à un moment donné, sur le plan technique, on peut tout apprendre à quelqu'un. S'il y a bien une chose qu'on doit aller chercher maintenant, c'est les lacunes de compétences en termes relationnels, en termes de savoir-être. D'accord ? D'ailleurs, il y a le Financial Times qui a révélé des analyses récentes qui insistent en fait sur le rôle du caractère de la personne, d'accord, dans la confiance et la performance managériale. Donc c'est vraiment pas à lésiner, c'est vraiment un gros sujet. Dans les comportements concrets à attendre, c'est quoi en 2026 ? Admettre ses erreurs publiquement, pratiquer la transparence, vraiment sur la vision, la stratégie, le sens donné, vraiment plus. Il s'agit plus d'avoir des personnes qui sont dans vos petits papiers, vous savez, à qui les confidents, ceux à qui on va partager et pas d'autres, d'accord ? Il s'agit vraiment d'être transparent sur les décisions difficiles auprès de chacun, de prioriser l'éthique. D'accord, expliciter les usages, par exemple, autour de l'IA, les impacts, tout ça. Et puis surtout d'investir dans la relation. L'écoute active, la disponibilité régulière, c'est vraiment quelque chose qui peut vous aider d'aller chercher le caractère constructif auprès de chacun de vos collaborateurs. Il n'y a pas de petites idées, il n'y a que des graines qui sont semées pour récolter des champs de richesse, en fait, individuelle et collective, faire briller les talents et révéler les potentiels, quoi. C'est vraiment pas... et c'est pas bullshit ce que je dis, parce que vous transformez des vies, parfois. Je me souviendrai toujours de ce salarié à qui j'ai proposé un jour en entretien annuel. Pour le coup, on était dans la période des entretiens annuels, NAO, tout ça. Et je lui ai dit, Benjamin, est-ce que tu crois pas que t'as jamais pensé à être chef d'équipe ? Il me regarde, il fait, non, en fait. Je dis, parce que alors moi, dans ma tête, il avait une tête bien faite, un bac+2, un esprit très constructif, une capacité d'analyse et de prise de recul sur les décisions, sur les informations, sur la façon de gérer ses process assez exceptionnels. Résultat, 3 mois après, il postulait, 6 mois après, il était en poste. On révèle des potentiels, c'est la réalité. D'accord ? Mais effectivement, le leadership commence par la confiance, et la confiance, elle commence par le caractère, la personnalité. Deuxième grande information à retenir pour 2026, c'est le coaching. C'est le coaching et le développement des talents. La culture, en fait, de l'apprentissage, si je dois dire ça comme ça. Comment est-ce que vous faites pour cultiver cette curiosité individuelle et collective de toujours se surpasser, de toujours se questionner, se remettre en question. Et en fait, vous savez, j'aime bien ce terme anglais, qui indique, fait tendre les entreprises à penser en termes de skills first. Alors moi, j'ai toujours eu l'habitude d'entendre safety first, la sécurité d'abord. Mais à un moment donné, en fait, si on veut de la safety, si on veut de la sécurité, de la qualité, de la productivité, il faut des talents. Il faut développer des compétences. Et donc, en fait, le vrai sujet, c'est les skills first. Retenir, faire évoluer les talents, ça devient hyper stratégique. Les managers seront attendus là-dessus pour identifier les gaps, offrir l'apprentissage ciblé en face et puis soutenir une mobilité qui devient plutôt interne. Et ça, c'est le learning OECD de LinkedIn qui le dit. Des fois, il y a des petites choses sympas sur LinkedIn aussi. Et puis, LinkedIn Learning, si je reviens là-dessus, par exemple, a fait une étude là-dessus.
et a montré que, une analyse en fait, et a montré que les rôles des managers comme les career champions, eh bien, c'est central pour la rétention en fait, des talents et puis la mobilité interne. C'est le Workplace Learning Report de 2025, si vous voulez la référence. Et puis l'OCDE également, hein, qui a parlé de ces skills first, donc c'est pas un truc que j'ai inventé. La Commission européenne promeut cette approche-là directement. Voilà. Dans les comportements concrets qu'on peut attendre pour 2026, ce sont les one-one, orientés compétences, des postures de manager coach, des micro-learning intégrés au flux de travail, maximum 30 minutes par semaine, et puis des plans de rotation, pourquoi pas des transferts de responsabilités, du mentorat interne pour accélérer le partage d'expérience. C'est vraiment ce que je peux vous donner comme idée, parce que manager, c'est un petit peu comme être un jardinier. Cultiver, tailler, semer, planter, d'accord, transplanter, pourquoi pas, pour que la plante s'épanouisse en fait, hein. Donc, en 2026, le manager sera aussi catalyseur de croissance personnelle, vraiment. Je rappelle dans les données clés que je vous ai partagées en 2025 que 74% des salariés affirment qu'ils resteraient plus longtemps dans leur entreprise si elle investissait dans leur développement. Et d'ailleurs, moi la première. En 3, en 2026, l'agilité cognitive. Et en fait, ça fait le lien un petit peu avec l'apprentissage continu, mais là, on est vraiment sur apprendre vite et désapprendre. Pourquoi je dis ça ? C'est le learning agility, c'est un terme aussi anglais, traduit en anglais. Les cycles de changement se compressent de plus en plus. Avant, on était sur des cycles de 7-10 ans. Maintenant, ça se compresse en des fois 5, voire 3 ans. C'est fou. On a divisé par 2, en fait. Et ceux qui apprennent vite, c'est forcément ceux qui seront opérationnels plus rapidement. Mais comme c'est au manager de montrer la voie avec toutes ces notions de transformation digitale, de nouveaux outils, si on ne facilite pas ça, les projets vont littéralement échouer à s'industrialiser, hein. Et du coup, les managers seront jugés selon leur capacité à embarquer les équipes. Donc ça, c'est McKinsey qui le démontre. Ce qui veut dire que les comportements attendus, c'est quoi en 2026 ? Alors, je pourrais vous partager, j'ai pas la vidéo là, mais je pourrais vous partager une vidéo de Steve Jobs qui indique, suite à une question d'une journaliste, comment apprendre des échecs. Et en fait, elle lui pose la question, elle dit qu'est-ce que vous avez le plus retenu chez Apple ? Et il met 20 secondes à répondre, hein. Je rappelle que Steve Jobs est un des plus célèbres imagineurs de notre histoire. Et donc, il met 20 secondes pour répondre et après il dit bonne question, et il dit en fait c'est la data. C'est la data qui m'a appris des choses. Pourquoi ? Parce que quand un projet échouait ou quand on n'allait pas sur la bonne voie, il explique que il ne s'agissait pas de se focaliser sur pourquoi la personne avait échoué. Il savait qu'il fallait investir sur la prochaine décennie. Il n'était pas là pour faire du court terme, il était là pour travailler sur le long terme. Donc sa réaction, allait littéralement semer des graines sur la manière qu'il avait de réagir, hein, pour pouvoir apprendre à la personne à faire partie de l'entreprise dans 10 ans, à la hauteur de la vision, de l'ambition qu'il avait. Donc c'est vraiment ça, de voir beaucoup plus long terme. On est encore en France dans une approche très court-termiste, et de voir comment est-ce qu'on peut faire prendre de la hauteur. Encore faut-il le faire soi-même, hein, mais là-dessus on se rejoint. Mais comment faire prendre de la hauteur aux équipes de telle sorte à ce qu'ils se voient dans 10 ans. C'est vraiment ça. Donc, encourager la rotation, cartographier les impacts humains, vous voyez, à l'intérieur de votre entreprise, c'est vraiment prévoir des temps d'adaptation, c'est vraiment ce qu'on va essayer de mesurer en 2026 et au-delà. On va mesurer non seulement les résultats, mais aussi la vitesse d'apprentissage. Je vous invite à faire des recherches autour du time to competence. Donc là, c'est ici la compétence qui va être timée finalement, d'accord ? Créer des dispositifs de sponsoring, des ambassadeurs internes, et puis mesurer l'adoption, hein, c'est-à-dire l'usage effectif d'une mesure
par rapport au climat, c'est-à-dire au sentiment après déploiement de l'action. Ça, c'est un vrai indicateur de mesure que je peux vous partager. Donc ici, on est vers un vrai guide de montagne. En tant que manager, on trace la route, on prépare l'équipe aux pentes, on gère l'effort. Et c'est vraiment ça, ce que j'appelle l'agilité cognitive. Et puis le dernier point, c'est le bien-être et l'inclusion. Le bien-être et l'inclusion, faut voir ça comme si on était un architecte du climat de travail, d'accord. On va y à l'équilibre. Aujourd'hui, 46% des salariés européens se disent, donc presque la moitié, se disent en situation de stress élevé au travail. Si je prends un baromètre 2023 sur la santé des salariés et la qualité de vie au travail, qui a été mené par Malakoff Humanis, 32% des salariés s'estiment en mauvaise santé mentale pour des raisons professionnelles. Pour 70%, donc les 3/4 presque, leur mauvais état de santé mentale, qui ne l'attribuent d'ailleurs pas forcément au travail en tant que tel, les empêche quand même d'être efficaces et productifs, dans de bonnes conditions. L'insomnie touche 46% des gens, la fatigue chronique 40% et l'anxiété 32%. Donc aujourd'hui, le cadre législatif est obligé de se durcir autour de ça, parce que ce n'est plus une option. Vous savez qu'en 2025, a été votée une loi, ça faisait 1 an qu'elle était dans les tuyaux, celle-là, mais qui indique que les risques psychosociaux et l'obligation de l'employeur, dont on parle depuis les années 2000, globalement, notamment en 2002 aussi avec la loi de modernisation sociale. Vous avez vu apparaître le document unique, le DUERP, d'accord, qui est devenu obligatoire. Et puis en 2020, on a eu cette réforme aussi alors la réforme de la loi de santé au travail, d'accord, qui fait que la QVT, qui est devenue la QVCT, devient une vraie politique d'entreprise. Et selon le Code du travail, c'est l'article L4121-1, l'employeur doit prendre des mesures nécessaires pour assurer la sécurité, protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ce qui veut dire qu'il existe une obligation de prévention et de moyens. Sinon, les entreprises risquent des sanctions judiciaires et financières. Donc ça, c'est une réalité. Donc aujourd'hui, le bien-être, c'est un petit peu le thermostat de l'équipe. S'il est déréglé, c'est tout le système qui surchauffe. Si on le prend à temps, et encore une fois, les outils aujourd'hui sont là, heureusement, eh bien on peut largement contribuer. Donc ce qui est à retenir dans cet épisode, c'est que finalement, les leviers, il y en a. Que globalement, les compétences 2026 viennent pousser, appuyer tout ce qui a été mis en place et on continue. Moi, j'ai l'image, vous savez, comme quand on est sur un skateboard, on remet un coup de pied pour aller encore plus vite, mais on était déjà sur le skateboard. Donc c'est un petit peu ça, on avance plus vite. Aujourd'hui, en 2025, on est encore, ça c'est Happy Job qui le dit, 60% des salariés n'osent pas s'exprimer. Mais si je reviens sur l'élément central qui date de août 2025, avec la charte d'engagement pour la santé mentale au travail, elle a quand même été labellisée Grande cause nationale 2025. Et je pense qu'elle va marquer un tournant parce que en rendant la santé mentale non plus marginale mais stratégique, c'est autant utile pour le bien-être des salariés et la performance collective qu'une demande d'engagement qui sert à démystifier ce truc-là, en favorisant la libération de la parole et puis la sensibilisation de tous pour développer le dialogue social aussi et le structurer, améliorer les choses, les conditions d'activité et prêter une attention particulière en fait des fois à certains profils, notamment via des formations, des accompagnements individuels. Aujourd'hui, on estime en France que on est sur 13 millions de personnes qui souffrent, on est quand même 67 millions, souffrent d'un trouble psychique à un moment donné. Ça, c'est une étude de 2024. C'est partagé par Happy Job. Depuis 2020, le burn-out a doublé, alors qu'il était déjà en progression sur la dernière décennie. Donc, c'est vraiment pas anodin. Et le coût estimé, il est estimé à le coût estimé pour la perte de productivité d'ici 2027, il a été estimé à 23 milliards d'euros. 23 milliards d'euros pour les entreprises.
Donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les entreprises ont finalement, encore 2 ans pour agir. On est en 2026. 2 ans, c'est pas beaucoup sur l'échelle d'une entreprise, vraiment, pour planifier, suivre les actions de prévention. Euh, et depuis novembre 2025, d'ailleurs, donc c'est très très récent, je vous ai dit, les entreprises ont été invitées à signer cette fameuse charte. Et quelque part, je pense que ça pourra largement les aider à gagner en attractivité, en fidélisation, en amélioration, réduction du mal-être du coup, mais favoriser une performance globale renforcée. Voilà. La limitation des risques psychosociaux et le coût des maladies psychiques, c'est une réalité, malheureusement, en France. Mais on peut agir, c'est ça qu'il faut retenir. Je vous remercie du coup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'oubliez pas de laisser un avis en commentaire, de réagir par rapport à ce que je viens de dire. Pourquoi pas, si ça vous aide à faire avancer votre réflexion, n'hésitez pas à parler de ce podcast autour de vous pour le développer. Si vous souhaitez en savoir plus sur comment mettre en œuvre les choses dans votre entreprise, contactez-moi. Et d'ici là, je vous souhaite une excellente journée, soirée, rentrée, où que vous soyez. Et n'oubliez pas, les actions sont possibles. Je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode. Bye bye tout le monde.